Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon au salon Bipositive et nous allons nous intéresser avec mes deux invités à un sujet qui est à la fois très technique mais qui est très important puisqu'on va parler de qualité de l'air et de filtration. À ma droite, Priscilla Pettinga, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche chez Engilab et vous êtes aussi au comité technique AICVF. Alors, Engilab d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un laboratoire qui fait partie du groupe Engie où on travaille sur tout ce qui est performance énergétique, énergie renouvelable, qualité d'air intérieur. Voilà. Et vous êtes une spécialiste de la qualité de l'air intérieur. Exactement. AICVF, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'association des ingénieurs et techniciens en conditionnement et ventilation froid. D'accord. Très spécialisé, hein, vraiment du... À côté de vous, en face de vous, monsieur Sylvain Courtet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Eurovent. Eurovent, qu'est-ce que c'est? Alors, d'Eurovent Certita Certification, nous sommes un organisme de certification tierce partie européen spécialisé dans les matériels de génie climatique. Donc, nous certifions les performances de tous les matériels de génie climatique, y compris les filtres pour la ventilation. Voilà, dont on va parler maintenant. Mais avant de parler de filtres et avant de parler de l'évolution en fait, normative qui est en cours sur les tests, on va parler de la qualité de l'air intérieur. Pourquoi c'est important la qualité de l'air intérieur et quelle est la place du filtre là-dedans? Qui veut commencer? Allez-y. Donc c'est important parce que tous les polluants peuvent avoir un impact sur notre santé. Et ils viennent de l'air extérieur, mais aussi de l'air intérieur. Et tout ça, il faut qu'on arrive à le traiter et à le purifier pour essayer d'avoir le moins d'impact sur notre santé, sur notre performance aussi. On peut avoir une baisse de performance au travail à cause d'une mauvaise qualité d'air. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois en salle de réunion, quand la réunion est un petit peu longue, on a une sensation un petit peu d'envie de dormir, d'ensommeillement. Est-ce que c'est qu'à cause de la qualité de l'air? Oui, principalement oui, parce qu'on a un taux de CO2 qui a tendance des fois à monter assez haut. Et si la pièce n'est pas suffisamment ventilée et adaptée, qu'on n'adapte pas le débit d'air au nombre de personnes à l'intérieur, du coup, on a cet effet qui vient nous donner une sensation de sommeil. Voilà, donc c'est l'importance. Allez-y sur le reste. Oui, alors au niveau de la filtration, pourquoi c'est important? Parce qu'un des composants de la pollution de l'air, c'est les particules. On en entend beaucoup parler à l'air extérieur, les particules diesel notamment. Et ces PM, donc 2,5 et PM10, donc des particules de 0 à 2,5 microns et les PM10. PM, ça veut dire quoi? Particules metteurs. D'accord. Voilà. C'est assez simple. Donc en fait, c'est la gamme de particules de 0 à 2,5 microns pour les PM2,5 et de 0 à 10 microns. Enfin, je dis 0, mais c'est pas vraiment 0, hein, parce qu'on ne peut pas mesurer le 0. Voilà. Mais c'est environ 0,3 selon la métrologie à 10 microns. Ces gammes de particules ont une incidence puisqu'elles rentrent dans les poumons. Et du coup, il va falloir qu'on essaye de les traiter pour éviter de les faire rentrer dans le bâtiment, d'où l'importance de la filtration. Rentrer et parfois sortir. Hein. Et parfois sortir, oui, dans le cadre de blocs opératoires, par exemple, ou de process industriels qui vont générer des particules. Il ne faut pas non plus aller contaminer l'air extérieur. Ça concerne l'ensemble des bâtiments, que ce soit la maison individuelle avec une VMC ou des ensembles de traitement de l'air très sophistiqués dans des hôpitaux ou ailleurs. Hein. Oui, ou même du simple tertiaire en bureau. Même du simple tertiaire en bureau. Donc on est sur tout le spectre, on va dire. Oui. Sur cette question de la qualité de l'air et de l'importance du filtre, qu'est-ce que vous voulez ajouter, vous? Qu'est-ce que vous constatez, par exemple, chez Eurovent quand vous vous intéressez à ces questions? Nous, on voit qu'il y a une évolution normative concernant la caractérisation des performances des filtres. Pendant de nombreuses années, on s'intéressait uniquement à l'efficacité de filtration, à l'efficacité de filtration uniquement sur une taille de particules, 0,4 micromètres. C'est-à-dire que l'idée, c'était de tester des filtres par rapport à cette particule de 0,4 micromètres. C'est-à-dire qu'on ne testait qu'une fois sur une seule particule. Voilà, et on considérait que c'était bien. C'était une convention qui permettait essentiellement de pouvoir comparer les produits les uns avec les autres. Mais on n'avait pas ce lien avec ces indicateurs que l'on a depuis de longues années sur l'air extérieur, qui sont les PM2,5 et les PM10. Et l'idée de cette nouvelle norme, c'est d'introduire une performance qui soit directement liée à ces indicateurs sanitaires.
Voilà, alors vous êtes allé un peu vite parce qu'on a parlé de la norme. Simplement sur la filtration, sur le filtre et la qualité de l'air. Il y a cette notion de poussière dont on va parler, mais est-ce qu'il y a d'autres notions qui sont importantes sur le matériel, hein, et on parlera plus tard d'entretien et d'installation. Mais est-ce qu'on teste d'autres choses que la particule sur ces filtres? Et si oui, qu'est-ce que c'est? On teste essentiellement, en dehors de l'efficacité vis-à-vis de ces particules, la perte de charge qui est liée à l'efficacité énergétique. Plus un filtre va être filtrant et efficace, plus il va engendrer une perte de charge importante et donc engendrer une consommation au niveau des ventilateurs qui sera importante. Donc il faut en premier lieu regarder cette efficacité de filtration, puisque c'est la première fonction de ces filtres, mais il faut également, dans un second temps, voir quelle est la consommation énergétique liée à ces filtres. Alors, il y a eu une évolution de la norme, vous l'avez dit. Quelle est cette évolution et pourquoi d'abord il y a ce besoin de faire évoluer la norme? Depuis très longtemps, on a utilisé des Rapprochez normes. un tout petit peu votre micro. Excusez-moi. Je suis désolé, mais on a besoin que vous soyez très près de la bouche. Depuis longtemps, on a utilisé des normes qui permettent de comparer les filtres entre eux, mais qui ne permettent pas d'évaluer une performance qui soit liée directement à des indices de qualité d'air intérieur. Et là, la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir faire ce lien directement. Donc on peut avoir une efficacité, donc par exemple pour les PM2.5, une efficacité à 50%, 70%, qui sera une caractéristique du filtre. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on avait des classes qui s'appelaient M5, M6, F7, F8, F9, qui ne permettaient pas de faire un lien direct avec ces indicateurs de qualité de l'air. Donc pourquoi c'est important d'avoir fait évoluer cette norme? Alors voilà, pour avoir justement cette corrélation, c'est-à-dire que les gens au départ ils ne savaient pas, ils avaient une dénomination F7, M5, donc c'était des dénominations qui étaient qualifiées. Quand vous dites les gens, c'est les installateurs ou c'est les gens qui font de la maintenance? Parce que non plus, enfin, les professionnels du bâtiment étaient au courant. Mais le problème, c'est que quand on allait vers un client qui, lui, est usager de son bâtiment et veut savoir si l'air qu'il respire est de bonne qualité, qu'on lui parle de M5, F7, il ne sait pas à quoi ça correspond. il ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et il a l'impression qu'on lui vend un peu tout et n'importe quoi. Que là, si on arrive avec un filtre qui est estampillé PM2.5 70%, il va dire « Ah, PM2.5, je connais, j'ai entendu les ASCA en parler à la télé, j'ai entendu les informations parler des PM2.5, du problème de pollution d'air, et je sais à quoi ça correspond. » Donc ça veut dire quand le cas d'un filtre qui va filtrer des PM2.5 jusqu'à 70%, c'est-à-dire qu'il va bloquer 70% de ces particules Voilà, de au 5. minimum. Au minimum. Exactement. Ça, avant, je n'avais pas cette information. Pas du tout. Aujourd'hui, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai comme type d'information? Donc, j'ai celle-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, sur la nouvelle norme qui vient de sortir, c'est la seule qui est obtenue pour l'instant. C'est juste la dénomination par rapport à un niveau de filtration. Après, pour aller plus loin, on a des personnes comme Eurovent qui nous permettent d'accéder à d'autres informations sur leur étiquetage. On va où plus loin? Justement sur l'efficacité énergétique. Ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Cette norme-là, elle est très bien donc, sur l'efficacité de filtration, mais elle ne donne pas d'indication sur l'efficacité énergétique et comparer les filtres sur un aspect perte de charge vis-à-vis de l'air. Et donc, Eurovent, qui est une association, a développé une méthode qui propose de pouvoir comparer les filtres entre eux vis-à-vis de cette efficacité énergétique, mais tout en gardant en tête que la principale caractéristique pour choisir un filtre, c'est d'abord son efficacité de filtration. Une fois qu'on a défini une efficacité de filtration, on va ensuite regarder son efficacité énergétique. D'accord. Est-ce que cette nouvelle norme change quelque chose pour les fabricants? Pour les fabricants, ça va leur changer dans le sens où ils vont devoir déjà tester leurs filtres sur les nouvelles méthodes. Donc tous les filtres d'aujourd'hui vont être testés selon la nouvelle méthode. Voilà. Donc ça refait passer des frais de test et de qualification, des étiquetages nouveaux, et puis toute une communication aussi qui est à faire auprès des installateurs pour qu'ils aient connaissance de cette nouvelle dénomination.
Ça ne change pas, on va dire, la fabrication du filtre, ça ne change pas le filtre en lui-même. Non, pas du tout, non. Si un filtre, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, alors si j'ai une bêtise, vous me reprenez, hein, donc 70% des particules qui ne doivent pas passer pour du PM5, c'est ça. Il s'avère qu'au test, mon filtre, il n'en fait passer que 50, il en fait passer 50 Oui. Au lieu d'en faire passer Oui. 30. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il a qualifié son filtre, c'est comme ça. S'il veut qu'après son filtre soit plus performant, c'est à lui de retravailler sur le concept de filtration, les fibres qu'il a mis dans son papier de filtration, et dans ce cas-là, arriver à un filtre qui soit efficace à 70%. D'accord, ce qui veut dire que ce filtre, il sera quand même commercialisable. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de retrait du marché. Par exemple, vous, quand vous faites des certifications, vous n'allez pas dire « Ah bah tiens, ce filtre, finalement, il n'est pas si bon ». Alors, j'ai envie de vous dire, ça sert à quoi? Alors, nous, on certifie la performance. Alors, comme vous preniez cet exemple, un filtre qui s'annonce à 70%, on mesure 50%. On va simplement dire au fabricant, maintenant, vous déclarez votre filtre avec une efficacité de 50% et vous publiez ces données-là sur votre catalogue et nous, on le publie sur notre site Internet. Donc ça, c'est un choix qui est possible. Aujourd'hui, on n'a pas d'exigence réglementaire en termes d'efficacité minimale de filtration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vous dit pas le filtre que je vais installer chez un particulier, par exemple pour sa ventilation mécanique contrôlée, il n'y a pas d'obligation. Donc je peux mettre à 50%, je peux mettre à 70% ou à 90% ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une obligation? Alors, on commence déjà par des recommandations. Il y a des recommandations, des guides, notamment Eurovan a effectué une recommandation pour définir en fonction de la qualité de l'air extérieur et de la qualité de l'air intérieur, quels sont les filtres à installer. Remontez un petit peu votre micro et dites-moi à quoi ça correspond à peu près. Simplement, si je reprends l'exemple de la maison individuelle, mais ça peut être un autre exemple, dans le tertiaire ou ailleurs. Simplement, on peut définir que pour une qualité d'air intéressante dans un logement pour lequel l'air extérieur est pollué de manière normale, on peut définir une exigence, par exemple, d'efficacité suivant les EPM1 à 50%. Voilà, c'est un exemple de recommandation. Le fait qu'il n'y ait pas d'obligation pour vous, c'est est-ce qu'on doit à un moment donné arriver à l'obligation? Obligation, non. Je resterai pour l'instant sur la recommandation toujours, parce qu'on est encore aussi dans un effet où il ne faut pas tuer le marché non plus. Et en plus, c'est une qualification qui reste, je vais dire, théorique. C'est-à-dire c'est fait surtout pour comparer les filtres entre eux. Après, il faut les installer sur les centrales. Et on va y venir, sur l'installation et la maintenance. Juste avant d'arriver là, je voudrais savoir s'il existe, si vous avez mis en place des informations, des communications particulières sur cette nouvelle norme et sur cette nouveau filtre pour que moi, installateur, moi, mainteneur, je puisse comprendre et où est-ce qu'on trouve ces informations? Alors, le site Eurovan Association ou les sites Eurovan Certita Certification ont publié des guides qui permettent d'expliquer aux utilisateurs quelles sont les évolutions de ces filtres, d'expliquer par exemple qu'on ne peut pas faire de lien direct entre les anciennes classifications et les nouvelles classifications, que les méthodes étant tellement diverses, il n'est pas possible de dire qu'un filtre qui était classé F7 dans l'ancienne classification va forcément être par exemple EPM 50%. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. La différence est tellement grande entre chaque filtre qu'il faut vraiment regarder les performances et les nouvelles recommandations. Donc en fait, il y a besoin de se former un petit peu à ces nouvelles... Tout à fait. Donc ça c'est téléchargeable sur votre site ça, Voilà, tout à fait. Vous, de votre côté, vous avez fait des informations également Pareil, au niveau de l'association? l'ICVF, on fait des recommandations donc qui sont aussi diffusées sur le site et téléchargeables. On appelle ça des avis d'experts. Qui explique toute cette modification de dénomination des filtres et qu'il n'y a pas de correspondance entre l'ancienne dénomination et la nouvelle. Et puis après, vous avez tous les fabricants de filtres qui font aussi eux-mêmes leur communication auprès de leurs clients. Et en interne aussi, en exploitation, on essaye de communiquer pour l'entretien, la maintenance. L'entretien, la maintenance. Alors allons-y sur l'entretien, la maintenance et allons-y sur l'installation. On a choisi le bon filtre en fonction des recommandations et finalement ça ne fonctionne pas. Ou alors ça fonctionne
pas dans le temps, dans la durée. On entend beaucoup parler, de toute façon, de la ventilation, de la qualité de l'air intérieur, et on entend beaucoup dire que les systèmes ne sont pas entretenus et parfois mal installés. Est-ce que vous le confirmez? Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je le confirme, en effet, oui, il y a des moments, il y a des sites qui ne sont pas entretenus parce qu'il n'y a pas de contrat de maintenance qui a été prévu sur le site, tout simplement. Il y a aussi des sites où les contrats de maintenance sont très faibles, ont été sous-vendus. Donc on va privilégier l'entretien du chauffage plutôt que de la ventilation. C'est aujourd'hui plus la performance énergétique qui prime sur la qualité d'air. Voilà, donc on s'intéresse davantage, donc on va tout de suite aller s'occuper de la chaudière et puis finalement on laisse tomber un peu la ventilation et la filtration qui va avec. Un filtre, ça doit être nettoyé tous les combien? Alors, on peut pas... Alors voilà, aujourd'hui c'est ce qui se passe. On fait de la maintenance régulière, il y en a qui préconisent tous les 6 mois de le changer, d'autres tous les ans. Mais on essaie de travailler maintenant un peu plus sur la maintenance conditionnelle. C'est-à-dire qu'on va aller voir sur un filtre, il a une certaine, qui est préconisée d'ailleurs par les constructeurs, il y a une certaine capacité de rétention sur ce filtre. Et on va essayer de travailler là-dessus, de mesurer cette capacité de rétention de poussière et d'arriver à changer le filtre au bon moment. Donc c'est ce qu'on va appeler la maintenance conditionnelle, maintenance prédictive aussi. On va suivre l'évolution de cette courbe de perte de charge, on se base beaucoup là-dessus. Et puis je changeais au bon moment. C'est en analysant la perte de charge que je vais savoir si le filtre est à... si on parle de maintenance prédictive et qu'il faudra le changer d'ici un mois ou deux, enfin je ne sais pas après. D'accord. Sur cette question de l'entretien et de la maintenance, de l'installation, de l'entretien. Alors, nous, on certifie des produits qui sont, entre guillemets, qui affichent des performances idéales, dans le sens où l'installation et la maintenance est faite correctement. Mais il est vrai que c'est un point qui est souvent cité dans toutes les installations sur la ventilation. La maintenance et l'installation sont souvent des éléments qui ne sont pas forcément faits proprement. Voilà, un peu les parents pauvres de l'entretien du bâtiment. Ce sont un peu les parents pauvres parce que les conditions d'installation ne sont pas forcément optimales. Voilà. C'est quelque chose qu'on arrive moins à maîtriser que la production industrielle de filtres qui, elle, fait appel à des systèmes de qualité éprouvés. Ça m'est arrivé d'arriver sur site et de ne pas pouvoir aller amener le filtre pour le changer en toiture parce qu'il ne passait pas au niveau du skydome. Ça n'avait pas été prévu. Ça n'avait pas été prévu. Voilà. Donc on n'avait pas prévu la maintenance finalement pour quelque chose qui se prévoit un peu avant. Donc si j'ai bien compris, une bonne qualité de l'air, c'est un bon filtre avec d'autres choses autour, une bonne installation et une maintenance régulière. Oui. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal. Alors, nous parler d'un sujet un peu technique, mais je pense qu'on a compris. Et puis, si on veut en savoir plus, on peut aller voir chez Eurovent et puis au niveau de votre association AICVF. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire Bipositive. Merci à vous. Merci. Merci.